5 novembre 2017. 10 000 personnes sont réunies dans les rues de Gray, une petite ville de Haute-Saône, pour rendre hommage à Alexia Daval. Quelques jours auparavant, le corps inanimé de la banquière de 29 ans était retrouvé dans un bois avoisinant. Tous les regards sont braqués sur la famille de la jeune femme et surtout sur son mari, Jonathan. Il va faire pleurer la France entière. On va voir quelqu'un qui est totalement défait physiquement, qu'on va voir pleurer, notamment quand il va avoir ce discours à la fin de la marche blanche. Alexia aimait nager et courir. Passion qui nous réunissait. Pourtant, derrière ces larmes, personne ne sait que Jonathan Daval cache un lourd secret. Car après 3 mois de mensonges et de manipulations, le jeune homme va être démasqué par les enquêteurs. Jonathan Daval a avoué avoir donné la mort à Alexia. Et puis, il va y avoir une succession de versions, surtout un rebondissement incroyable, c'est cette version qu'on va appeler celle du complot familial, où finalement il va mouiller à peu près tout le monde. Jonathan vient de nous accuser de meurtre. On tombe de haut, là. Jonathan Daval finira par se rétracter et reconnaître de nouveau le crime. Pourtant, alors que son procès se tient cette semaine à Vesoul, l'homme va livrer un tout nouveau scénario, impensable jusqu'alors. Il serait lui aussi une victime, un homme maltraité, humilié par sa femme Alexia. Il se présente un peu comme une victime. On a la sensation qu'il va plaider oui, je suis responsable de la mort, mais si on en est arrivé là, c'est parce que j'ai été mis au pied du mur, c'est parce que j'ai été poussé à bout, c'est parce qu'il y a eu des attitudes, peut-être même des mots, des messages qui lui ont finalement fait péter les plombs. Il y avait dans ce couple une vraie complexité et surtout un rapport de dominant à dominé qui montre effectivement un homme qui a l'air en partie sous emprise, qui a d'une manière ou d'une autre assez peur de sa compagne. Alors, Jonathan Daval dit-il la vérité? Ou chercherait-il des circonstances atténuantes pour attendrir les jurés? Dans le dossier, il y a des éléments, des SMS et des déclarations que vous allez découvrir ce soir et qui pourraient aller dans le sens de l'accusé. Enquête criminelle lève le voile sur les derniers secrets de Jonathan Daval. Pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut remonter en 2007. L'histoire d'amour entre Alexia et Jonathan démarre sur les bancs du lycée. Ils sont tous deux le premier amour de l'autre. Ils sont mariés depuis 2 ans, ils sont ensemble depuis 10 ans. Jonathan et Alexia se rencontrent, ils sont l'un et l'autre relativement jeunes puisqu'Alexia a 16 ans. Elle est encore au lycée, Jonathan lui a 21 ans. Ils se rencontrent dans le cadre d'une sortie de ski qui est organisée par une connaissance commune et donc ils vont sympathiser et se rapprocher. Ça a l'air d'être une belle histoire d'amour, il y a visiblement une belle complicité entre les deux, ils sont très sportifs tous les deux, ils sortent beaucoup. C'était le bonheur, hein. Le couple, il était en osmose, hein. Il n'y avait aucun souci à ce niveau-là. Hein. Un couple en osmose, malgré leur caractère diamétralement opposé. Alexia, c'était une jeune fille émotive, tendre, souriante, enjouée, qui prenait beaucoup, qui s'occupait beaucoup des autres. Une jeune femme dynamique, plutôt solaire, qui aime son travail. On la sait très impliquée dans l'agence bancaire où elle va travailler. Elle faisait des petits gâteaux le week-end, elle leur ramenait le mardi à l'agence à Besançon. Il fallait qu'elle s'occupe des autres. Si Alexia est pétillante et lumineuse, Jonathan, lui, au contraire, semble bien être plus introverti. C'est un petit bonhomme qui fait beaucoup de sport, qui parle finalement pas beaucoup, qui n'a pas forcément énormément d'amis. C'est un garçon qui est très réservé, qui finalement parfois peut même s'excuser d'être là, qui a peu de liens avec l'extérieur et qui petit à petit va exister surtout au travers de son couple. Je pense qu'on a besoin qu'on s'occupe de lui, qu'on le materne. Et je pense que c'est ça qui a plu à Alexia. Comme elle aime s'occuper des autres,
Elle a voulu s'occuper de lui, elle prendre sous son aile. En 2015, après 8 années de vie commune, les amoureux se disent oui. Un souvenir que les parents d'Alexia ont accepté de partager avec nous. Un superbe mariage. Un superbe mariage. Et on a tout fait pour que tout se passe bien. Elle a choisi les menus, on a fait tout ce qu'elle voulait. Alexia voulait un beau mariage, elle a eu un beau mariage, comme sa sœur. C'était une belle fête. Une fête de famille. Le couple semble complètement épanoui. Mais pourtant, vous allez le voir, les apparences sont plus que trompeuses. Petit à petit, les choses vont évoluer et chacun va prendre un chemin qui est différent. Il se peut que dans ce couple, il y ait eu 2 périodes. Une vraie période d'amour, on peut dire ça comme ça, et puis une période où on peut se poser la question de savoir si Jonathan était réellement fait pour Alexia et inversement. Finalement, dans ce couple qui offrait toutes les apparences d'un couple uni, heureux, il y avait quand même beaucoup de conflits, beaucoup de disputes, même de la violence. Un certain nombre de proches du couple ont parlé effectivement de violence verbale, mais d'autres ont effectivement parlé de violence physique. Mais pas nécessairement dans le sens auquel on pouvait s'attendre, mais plus particulièrement d'Alexia sur son mari. On était sur un couple qui était dans une crise paroxystique. Je pense que l'un et l'autre ne trouvaient plus sa place. Mais alors, pourquoi de telles tensions au sein du couple ? Il y a peut-être une explication. Alexia désire à tout prix fonder une famille, un rêve que ne partagerait pas Jonathan. Elle a tout réussi dans sa vie et elle veut être mère, mais qu'il n'arrive pas à avoir d'enfant. Et Alexia fait une véritable fixation. C'est la thématique récurrente qui expliquerait les difficultés en réalité du couple. Pour avoir un enfant, bien sûr, ça passe par des relations sexuelles. Or, il semblerait, selon Jonathan, qu'effectivement, ce dernier n'était pas aussi disposé qu'Alexia pour avoir des relations sexuelles, et notamment à but de procréer, si vous voulez. Elle lui reproche clairement de ne pas être en mesure de lui faire un enfant. Preuve qu'Alexia Daval est une femme frustrée, ces textos qu'elle échange avec sa sœur Stéphanie. À défaut d'être heureuse, j'apprends à vivre comme ça. Tout ça, c'est de ma faute. Je suis chiante, énervée, peux pas faire d'enfant. Mon mari ne me désire pas, je lui fais peur. Jonathan ne voulait donc pas devenir père. Pour les parents d'Alexia, il y aurait une explication. Et s'il y avait un enfant, lui, il était quoi? C'était plus lui l'enfant. Lui, il n'était pas capable d'élever un enfant. C'était pas un homme pour avoir un enfant, ça c'est sûr. L'enfant, c'était lui. Il n'en voulait pas de cet enfant. D'après les avocats de Jonathan, Alexia reprochait à son époux de ne pas pouvoir lui offrir une famille. Sa frustration aurait été telle qu'elle en serait devenue agressive verbalement, notamment au travers de textos menaçants. Les enquêteurs vont s'apercevoir qu'Alexia adresse des SMS à Jonathan sur le thème effectivement de cette frustration de ne pas avoir d'enfant. Ce qui va les frapper, c'est particulièrement le vocabulaire qui va être utilisé et le ton de ces messages qu'elle adresse à Jonathan, qui sont de l'ordre de l'intimidation. Lorsque quelqu'un désire quelque chose très fort et que son partenaire le désire moins fort, ça devient une source de reproche. On avait un Jonathan Daval qui était quand même très bienveillant à l'égard de son épouse, y compris dans les échanges, que ce soit notamment type SMS. Et on avait une Alexia qui était moins sur l'aspect sentimental. Effectivement, il y a pu avoir des reproches qui ont pu être très violents. Elle avait des griefs à formuler à l'égard de son mari et elle ne ménageait pas ses mots quand ces reproches-là devaient lui être faits. D'ailleurs, Jonathan Daval va dire aux enquêteurs combien son épouse pouvait être cruelle avec lui. C'est quand on avait des rapports que j'avais des problèmes d'érection. Elle était dure avec moi. J'avais des problèmes d'impuissance
et elle m'humiliait avec cela. Elle utilisait des sextoys à côté de moi. Elle me faisait des reproches que je n'étais pas un homme. Devant notre caméra, Maître Randall Scherdorfer confirme les dires de son client, Jonathan Daval. Est-ce qu'Alexia aurait pu être violente avec Jonathan ? Oui. Oui. De toute évidence, le couple en était à un tel point de crise qu'effectivement, l'un et l'autre pouvaient être violents l'un envers l'autre. C'est manifestement possible. D'ailleurs, dans une interview accordée au journal Libération en 2018, l'avocat de Jonathan donne un aperçu de ce qu'Alexia aurait fait endurer à son mari. Elle ne devient écrasante que si elle a pris un compagnon plus faible. Alexia et Jonathan Daval étaient des gens pas faits pour être ensemble. Cette fille-là, à son âge et vu ses attentes, il lui fallait un mec, un vrai mec. Un mec qui assurait. Et elle lui reprochait « T'es impuissant, tu bandes pas, t'es une merde ». Et Jonathan Daval de poursuivre dans l'un de ses procès-verbaux. Elle me tapait, elle me donnait des claques, elle me pinçait quand je voulais l'amener au lit lorsqu'elle s'endormait sur le canapé. Pour les parents d'Alexia, les insinuations de Jonathan sont totalement fausses. Leur fille est certes une femme déterminée, mais jamais, au grand jamais, elle n'aurait pu être abusive avec son mari. On a épluché tous les SMS, on a tout épluché, il n'y a rien. Il n'y a aucune violence Rien. dans quelque SMS que ce soit. Alexia, à aucun moment, elle est violente dans ses propos. Elle veut juste que son mari soit auprès d'elle, ce qui est logique. Elle, ce qu'elle voulait, c'est que son couple marche. Elle voulait que Jonathan soit auprès d'elle. On connaît nos filles, on sait l'éducation qu'on leur a donnée, l'amour qu'on leur a donné. La violence, ça ne fait pas partie de leur éducation. Les parents d'Alexia Daval tombent de l'armoire à chaque fois qu'on leur explique que leur fille aurait pu être violente. À aucun moment, c'est quelque chose qu'ils n'envisagent absolument pas. Elle a été éduquée a priori dans un cocon familial, plutôt calme, très choyé. Pour eux, c'est inimaginable en fait qu'il y ait une quelconque violence, qu'elle soit verbale, physique ou écrite. Isabelle et Jean-Pierre Fouillot en sont persuadés. Aujourd'hui, Jonathan chercherait à se faire passer pour une victime afin de se défausser de son terrible geste. Comme si le jeune homme cherchait à réécrire le drame du 27 octobre 2017. Donc le 27 octobre, c'est un vendredi soir. Il y a donc une soirée raclette qui est organisée chez les parents d'Alexia. Donc le repas convivial par excellence. Ce soir-là, Jonathan et Alexia passent une soirée en famille. Donc, la sœur d'Alexia et son mari sont revenus de la région parisienne. Donc, Alexia avait notamment posé 2 jours de congé pour pouvoir profiter pleinement avec sa sœur et son neveu. C'est le début des vacances de la Toussaint. Ils viennent passer la semaine. Soirée, tout ce qu'il y a de plus normal chez les gens, chez des papas, mamans qui reçoivent leurs enfants. Tout va bien toute la soirée, il n'y a pas lieu de s'inquiéter de quoi que ce soit. Une soirée famille très ordinaire, comme n'importe qui peut la vivre, comme ils avaient l'habitude de la vivre sans aucune difficulté particulière. Et la soirée se termine, tout ce qu'il y a de plus normal. Ils rentrent chez eux à 11h, 23h, 23h30. Une soirée en apparence ordinaire, mais qui va très vite virer au cauchemar. À l'issue de ce dîner, Alexia et Jonathan regagnent leur domicile et selon les déclarations de Jonathan, les premières tensions commencent à arriver dans la voiture et vont se poursuivre au domicile. C'est au domicile qu'il va y avoir une altercation tout d'abord verbale entre Jonathan et Alexia. Et voici pourquoi les choses auraient dégénéré entre Alexia et Jonathan Daval. Jonathan est dans le salon, après cette soirée-là. Alexia espère pouvoir vivre un moment d'intimité avec son mari. Jonathan Daval, il n'est pas réellement dans cette dynamique ce soir-là. En fait, l'altercation naîtrait toujours de la même façon autour de la vie sexuelle du couple. Et donc, à partir de ce refus, il y a des reproches qui vont être faits à Jonathan. Ce soir-là, ça va être les reproches de trop. Voici ce que Jonathan Daval raconte sur cette soirée.
Pour le sexe, je n'avais pas envie. Elle a commencé à me faire des réflexions. Que je ne voulais jamais coucher avec elle. Que je n'étais pas un homme. Et que cela ne servait à rien qu'elle prenne un traitement. Que je ne voulais pas d'enfant avec elle. Toujours selon les dires de Jonathan, Alexia s'en serait alors pris à lui physiquement. La dispute serait finalement montée crescendo et donc là, à un moment, il y aurait eu un contact physique violent. Elle l'aurait empoigné, lui aussi. Enfin voilà, ça aurait quand même fini en bagarre, cette histoire-là. Et Jonathan aurait finalement asséné entre 10 et 15 coups sérieux à Alexia Daval. Il pète totalement les plombs, je pense qu'il est épuisé, il en peut plus. Et dans un moment qu'il qualifiera d'accidentel, il va l'étrangler. Il va poser ses mains sur le cou d'Alexia et qu'il va serrer pendant de longues minutes jusqu'à ce que celle-ci meure. Et là, effectivement, il y a deux solutions. Soit on appelle les gendarmes en disant « voilà, elle fait une connerie, je le voulais pas, c'est un accident, enfin, on explique ce qu'il veut. » Soit on décide de dissimuler. Bon, il a pris la deuxième solution. Face à son terrible geste, Jonathan Daval va alors prendre une décision lourde de conséquences. Il va maquiller le meurtre de sa femme. Mais alors, pourquoi le jeune homme va-t-il basculer dans cette spirale du mensonge ? Jonathan, c'est vrai que au travers du couple qu'il a construit avec Alexia, il y a le couple Jonathan-Alexia, mais il y a aussi son existence au travers de sa belle famille, parce que le couple passait énormément de temps avec les parents d'Alexia. C'est même pas forcément le lien qu'on pourrait entretenir traditionnellement avec ses beaux-parents. Il y avait quasiment un lien filial qui avait été créé avec eux. Il veut surtout pas décevoir ses beaux-parents, avec lesquels, et je pense particulièrement à sa belle-mère, il a une relation qui est très particulière, qui est très fusionnelle. Il m'appelait quand même maman. Mais je pensais qu'on était sa première famille. Il était chez nous, il était chez lui. Qu'on soit là, qu'on soit pas là, il allait et venait comme il voulait. Ah mais c'était comme un fils, hein. Y a pas... Il a vraiment cette image de gendre idéal dans laquelle il s'est enfermé, qui risquerait de voler en éclats s'il devait de lui-même prendre nos responsabilités, assumer et contacter les enquêteurs pour dire à un moment donné, voilà, il y a eu un accident, mais j'ai tué mon épouse. Non seulement Jonathan craignait de perdre l'affection de ses beaux-parents, mais son statut social était aussi en jeu. Il est issu d'un milieu qui est un peu plus modeste que celui des Fouillot. Jonathan Daval, avec le clan Fouillot, il rentre dans la quatrième dimension, quoi. C'est un nouveau monde pour lui, c'est quelque chose qu'il ne connaît pas. Sa mère, à lui, garde des enfants. C'est pas aussi bling-bling, finalement, que le clan Fouillot, qui sont finalement des notables, hein. C'est une famille qui est connue et respectée. La maman d'Alexia est conseillère municipale de la ville de Grès. Les parents d'Alexia, donc un des commerces les plus importants de la ville, du moins en termes de lien social, puisqu'ils ont un bar, PMU, restaurant, petits jeux. Et pour lui, c'est quelque chose d'incroyable, d'inimaginable. C'est l'ascenseur social inespéré, finalement, de rentrer dans ce monde-là. Je pense qu'il avait un statut social avec Alexia et avec nous, qu'il n'avait pas avant. Bien sûr, il était reconnu avec nous et avec Alexia, c'est sûr, oui. Avouer avoir tué Alexia, c'est non seulement revenir à sa condition de départ qui fait bien moins envie, mais c'est en plus, pour l'éternité, être désigné comme un meurtrier. Jonathan Daval estimait qu'il avait sans doute trop à perdre. Alors la nuit du drame, seul face à la dépouille de sa femme, il va décider de brouiller les pistes. Jonathan Daval, à ce moment-là, une fois qu'Alexia Daval est décédée, il va réfléchir à un scénario qui va consister à faire disparaître ce corps. Il va donc l'habiller finalement en tenue de jogging. Il se souvient des meurtres de joggeuses. Il se dit peut-être que c'est une façon de faire croire que c'est quelqu'un d'autre qui a fait ce qui s'est passé.
Il l'enroule dans un drap parce que c'est sans doute plus pratique pour porter le corps. Ensuite, il va décider de charger le corps dans le coffre de son utilitaire. Et ce n'est qu'au petit matin, vers 8h, qu'il va sortir cette voiture, qu'il va la conduire. Donc le corps d'Alexia est toujours dans le coffre. Et il va en direction d'un bois voisin où il va dissimuler son corps sous un tapis de feuilles mortes, en ayant au préalable mis le feu à une partie de la dépouille de sa femme. La suite du plan de Jonathan paraît claire, faire comme si de rien n'était. Alors, le lendemain du crime, il débute sa journée comme d'habitude. Il va finalement essayer, Jonathan Daval, de paraître comme quelqu'un de tout à fait normal. Il va envoyer des SMS à Alexia en lui disant tiens, je vais vider les canettes de bière, etc. Donc ça, c'est quand même la première chose. Et puis après, finalement, il va sortir de chez lui, il va passer à son entreprise pour gérer un petit souci pour un voisin. Ensuite, il va aller voir le père d'Alexia qui est au bar tabac. Il passe me voir au bar sur le coup des 9h30, 10h, je ne sais plus exactement. Tout va bien, on boit le café ensemble, aucun élément ne m'alerte, moi je suis pris dans mon boulot, on boit le café, on discute de choses et d'autres. Il y a uniquement un moment, Jonathan me dit je suis un petit peu embêté, Alexia elle est partie courir toute seule et je l'ai trouvée fatiguée, je voulais pas qu'elle y aille, mais elle y est quand même allée. Bon point, c'est tout, moi je m'inquiète pas plus que ça, Alexia elle a 30 ans, elle est grande, elle sait ce qu'elle fait. Après avoir bu un café au bar tabac avec son beau-père, Jonathan poursuit ses mensonges et vous allez voir que son comportement va intriguer la mère d'Alexia. Il est 11h et là il est en pleurs à la porte. Alors on le fait rentrer, je suis avec Stéphanie, Grégory, Jens, je me prépare moi pour aller travailler au bar. Et il est vraiment pas bien, affolé. Comme quoi Alexia est partie courir à 9h30. Partie courir, puis qu'elle est toujours pas rentrée, puis qu'il est inquiet. Je regarde l'heure, je dis mais il est 11h, il n'y a rien d'affolant. Elle a dû trouver quelqu'un sur le chemin et puis elle doit discuter, elle va pas tarder. Non, je vous dis qu'il est arrivé quelque chose à Alexia, ça va pas. Alors là, j'ai commencé à me demander ce qu'il nous faisait. Et puis j'ai demandé à Grégory de partir avec lui pour refaire le trajet, voir s'il ne pouvait pas la trouver sur le chemin. Ils vont faire un tour en voiture, on va appeler aux urgences et finalement on va aller à la gendarmerie sur les coups de midi et demi pour signaler la disparition d'Alexia. Mais sur une grande partie de la matinée, Jonathan Daval va faire comme si tout allait bien, comme si rien ne s'était passé. Et finalement, plus la fin de matinée va arriver, plus il va montrer des signes d'inquiétude qui semblent un petit peu disproportionnés par rapport à la situation. Et donc il va rentrer dans cette espèce d'engrenage où finalement il y a beaucoup de monde qui vont se mobiliser autour de lui. Parce que finalement, c'est lui qui a perdu sa femme, pour lequel on s'inquiète. On ne sait pas encore ce qu'il en est. Alexia a disparu, mais on ne sait pas ce qu'il en est. Mais en tout cas, sa disparition est inquiétante. Et donc, il y a des scénarios, y compris les plus dramatiques, sont en train d'être imaginés de part et d'autre. Comble de l'horreur. Pour se créer un alibi, Jonathan Daval aurait même continué à faire exister Alexia en se faisant passer pour elle le matin du drame. En effet, Stéphanie, la sœur de la jeune femme, va recevoir un SMS. Stéphanie regarde ses messages et puis elle voit un message soi-disant d'Alexia qui lui dit « Je suis partie courir, je viendrai vous faire un petit coucou en passant. » Mais dans les semaines qui suivent, on va s'apercevoir que, en réalité, c'est Jonathan qui a écrit ce texto pour un peu brouiller les pistes. Ce SMS crédibilise le fait qu'Alexia est toujours en vie à ce moment-là. Donc Jonathan Daval, par ce moyen-là, réussit à gagner du temps et
peut-être voulu brouiller un petit peu les pistes. Dans un premier temps, Jonathan Daval parvient donc à mettre les enquêteurs sur une fausse piste. La disparition d'Alexia pendant son jogging semble tenir la route. Et pour cause, ces dernières années, de nombreuses joggeuses ont aussi mystérieusement disparu. Il y a déjà eu plusieurs affaires de joggeuses agressées, violées parfois, assassinées. Donc on est dans un contexte à l'époque où les gens ont entendu parler de ces joggeuses, parce qu'il y a eu plusieurs cas et un petit peu partout en France. En l'espace de 10 ans, c'est la 7e joggeuse qui disparaît, dans laquelle on n'a absolument pas de nouvelles. Au moment où Alexia disparaît, dans la tête des enquêteurs et de la justice, c'est encore une nouvelle disparition qui risque malgré tout, ils ne le disent pas encore à ce moment-là, mais qui redoute un meurtre. La France entière aussi s'inquiète pour Alexia et redoute le pire. La disparition de la jeune femme génère une émotion particulière au sein de la communauté des joggeurs qui se mobilisent à travers tout le pays. Effectivement, l'émoi est tel qu'il y a énormément, des dizaines, des centaines de clubs de joggeurs qui, en hommage à Alexia Daval, vont organiser une course, chacun dans leur coin, parce que tout le monde se sent concerné, tout le monde est extrêmement choqué de ce qui se passe. On est tous là pour rendre hommage à Alexia, en pensant à ses proches. Ça restera gravé éternellement dans ma mémoire. C'est vrai que c'est ce qui nous a fait tenir. Moi, c'est ce qui m'a fait chaud au cœur, qui m'a fait tenir. Je me disais, tous ces gens-là sont là pour Alexia. Ils nous ont montré toute leur humanité, toute leur compassion à notre rencontre, à l'encontre d'Alexia. Si j'avais pu serrer chaque personne dans mes bras, je l'aurais fait. Si l'émotion des parents d'Alexia est sincère, Jonathan Daval, lui, continue de brouiller les pistes. Il va même jusqu'à participer à l'une de ses courses, où il apparaît en première ligne. Il va y avoir une course organisée localement du côté de Gray par le club local, où on voit arriver Jonathan Daval en tenue de jogging qui va faire une partie du tracé supposé d'Alexia ce jour-là. Le fait qu'il fasse une course pour dire qu'il courait pour Alexia, ça nous faisait chaud au cœur. Finalement, 3 jours après sa disparition, le 30 octobre 2017, le corps sans vie d'Alexia est retrouvé dans un bois. À cet instant, personne ne se doute que Jonathan puisse être impliqué dans sa disparition. Surtout pas ses beaux-parents, Jean-Pierre et Isabelle Fouillot. Pour nous, Jonathan, il était coupable de rien. On le soutenait, au contraire, et plusieurs fois, il nous a dit « Vous êtes ma seule famille ». Et ça, il nous l'a dit. Il me disait « La maison, ça sera toujours votre maison, vous serez toujours comme chez vous. » Voilà, j'avais un rendez-vous médical, il m'avait dit « Bon, je vous emmènerai », parce que ça devait être Alexia qui devait m'emmener. Il m'a dit « C'est moi qui vous emmènerai à votre rendez-vous ». Il se rendait indispensable avec nous. Bon, on dit que l'amour rend aveugle, mais là, c'est vrai, dans notre cas, c'était exactement ça. Avec le décès d'Alexia, les liens qui unissent Jonathan à ses beaux-parents vont se resserrer. C'est d'ailleurs une famille soudée qui apparaît devant les caméras de télévision pour annoncer l'organisation d'une marche blanche. Nous tenons à remercier l'ensemble des personnes qui se sont mobilisées pour nous apporter leur soutien. C'est pourquoi nous avons décidé de rendre hommage à Alexia par l'organisation d'une marche blanche qui aura lieu ce dimanche 5 novembre dans la dignité et le respect.
Ce 5 novembre 2017, devant les 10 000 personnes réunies pour rendre hommage à Alexia, Jean-Pierre et Isabelle Fouillot vont une fois de plus apporter un soutien sans faille à leur gendre Jonathan. Preuve en est lorsque ce dernier monte sur scène pour prononcer un bref discours à la mémoire de son épouse. Il monte sur cette estrade et au moment où Jonathan Daval va s'exprimer, on sent que le père est obligé de le soutenir un peu physiquement pour le faire approcher de ce micro. Il le tient. On a un peu l'impression que s'il le lâche, il va tomber. Ben oui, ouais. Le but du jeu d'un papa ou d'un beau-père, c'est de réconforter son enfant. Moi, c'est ce que je faisais à ce moment-là. Je voulais qu'il souffre le moins possible et puis qu'il sente qu'il y avait quelqu'un avec lui qui était là pour le soutenir dans le pire moment, parce qu'à ce moment-là, pour nous, c'est le pire moment. Mon épouse et moi partageons la même soif de liberté à travers nos activités sportives. Alexia aimait nager et courir, passion qui nous réunissait, tant dans l'effort que dans l'épanouissement de notre couple. Elle était ma première supportrice, mon oxygène. Moi, j'ai trouvé qu'il avait bien parlé, mais une fois qu'on sait ce qui s'est passé, c'est aberrant ce qu'il a dit. Que Alexia était sa bouffée d'oxygène, était son oxygène, quand on sait qu'il l'a étranglée. Non mais quand j'entends cette phrase-là, je me dis, mais c'est pas possible qu'il ait eu l'audace, le courage de sortir ça, la décence de sortir une phrase pareille. Alexia était mon oxygène. Il l'a étranglée. Il lui a coupé son oxygène. Si avec le temps, Jean-Pierre Fouillot a fini par découvrir le vrai visage de Jonathan, lors de la marche blanche, il était à 1000 lieues d'imaginer que son gendre pouvait être à l'origine de la mort d'Alexia. De même, le 8 novembre 2017, lors des obsèques d'Alexia, il prend Jonathan sous son aile. On le voit, c'est flagrant, lors des obsèques, il lui tient la main comme on tient la main d'un petit garçon. Le papa d'Alexia dit devant toute l'assistance « Je souhaite à toutes les jeunes femmes présentes qu'elles aient la chance d'avoir un gendre aussi parfait que j'ai la chance d'avoir Jonathan à côté. » Cette prise de parole, combien de fois je peux y penser, à souhaiter à tous les beaux-parents d'avoir un gendre comme le nôtre. Qu'est-ce que j'ai été écrire une phrase pareille, mais bon, on ne peut pas le savoir au départ. Pendant les mois qui vont suivre la disparition d'Alexia, Isabelle et Jean-Pierre Fouillot ne se doutent de rien. Ils vont même accueillir Jonathan dans leur foyer le 24 décembre, veille de Noël. C'est un Noël horrible qu'on a passé. C'est un Noël... C'est vrai que maintenant c'est dur cette fête-là pour moi. Puis il était là avec nous, à Noël, et il pleurait. Il était assis avec mes neveux et nièces. Et nous, on le protégeait, on était en peine pour lui aussi. Les parents d'Alexia ne le savent pas. Mais un mois plus tard, le 29 janvier 2018, l'étau va se resserrer autour de leur gendre. Le mari d'Alexia Daval, la joggeuse, retrouvée morte fin octobre dernier dans un bois de Haute-Saône, a donc été interpellé ce matin. Le domicile du couple est en cours de perquisition. Et puis là, bing, ça tombe. Il y a un visage qui apparaît, c'est pas du tout le visage qu'on attendait. C'est le visage du mari. Personne n'imagine que cet homme, que l'on a vu éplorer, tenir la main de ses beaux-parents, personne ne peut imaginer qu'il soit impliqué dans cette histoire. Il y a un effet de sidération quand des millions de gens voient ce visage en disant « c'est juste pas possible ». Du côté des parents d'Alexia, le choc est immense. Pour autant,
L'arrestation de leur gendre ne change rien au soutien qu'ils lui apportent. Ils en sont persuadés. Jonathan est innocent. Eh bien moi, c'est 2 enquêteurs qui viennent à 9h du matin à la maison en me disant « Bon, ben, on vient vous prévenir, on a mis Jonathan en garde à vue. » Ah. Donc ils sont venus là, ils se sont assis, moi aussi. Et je leur ai dit « Mais c'est impossible. » Je dis « Vous vous trompez de personne. Hein. » Je leur soutenais mordicus que c'était pas lui, que ça pouvait pas être lui, qu'il se trompait. Les avocats de Jonathan Daval, eux non plus, ne croient pas une seule seconde en la culpabilité de leur client. C'est une bonne chose, Jonathan va pouvoir s'exprimer parce que les rumeurs persistent depuis longtemps. La famille d'Alexia soutient Jonathan, je tiens à vous le dire. Je vous rappelle aussi qu'il est présumé innocent et qu'avec mon associé, nous allons tout faire pour que Jonathan sorte de ses 48 heures de garde à vue libre et lavé de tout soupçon. Je suis extrêmement serein, parce que moi je reste sur une position qui est très claire, celle de Jonathan qui n'est pas impliqué dans cette affaire, mais c'est la même position que celle de sa belle famille, que celle de tout l'entourage qui ne le conceptualise même pas. Et j'ai un entretien très rapide avec Jonathan Daval par rapport à la normalité de cette garde à vue qui se déroule, parce que finalement, c'est le mari. Qu'il soit placé en garde à vue à un moment, c'est dans l'ordre des choses. Être placé en garde à vue ne fait pas de vous un coupable. De l'avis de tous, Jonathan est innocent. Seulement tout le monde l'ignore, mais depuis maintenant 3 mois, les enquêteurs ont accumulé plusieurs éléments à charge qui accusent le mari. La famille n'a rien su, les journalistes n'ont rien su, les avocats n'ont rien su. En fait, c'est le secret absolu, le secret total. Ça fait 3 mois maintenant que le corps d'Alexia a été découvert. Mais ça fait surtout 3 mois que les gendarmes suivent très discrètement l'ensemble des faits et gestes de Jonathan parce qu'ils ont plusieurs éléments qui démontrent que son implication ne fait aucun doute. Jonathan Daval aurait pu commettre le crime parfait. Et pourtant, en dissimulant le corps d'Alexia, le jeune homme a semé plusieurs indices. Il y a plusieurs éléments qui vont permettre aux gendarmes de confondre Jonathan. Le premier, c'est un drap. Effectivement, Alexia Daval, son corps est retrouvé enroulé dans un drap. Mais pas n'importe quel drap, c'est un drap qui est issu d'un jeu de draps qui était dans une armoire de la maison où habitaient Jonathan et Alexia. C'est un drap de famille qui est resté dans la maison. Après le décès de mes parents, on s'était partagé ce qu'il y avait dans la maison. Et donc il y avait des draps anciens, j'en avais pris, mon frère en avait pris. Il devait y en rester 1 ou 2 dans la maison qu'ils ont gardé eux. Donc voilà, ce logo était bien spécifique à reconnaître. Donc déjà, le fait de retrouver Alexia Daval entourée dans ce drap qui appartient à la famille, on se dit, c'est quand même incroyable, quoi. Ça peut pas être le fruit du hasard. Ce n'est pas le seul élément qui va intriguer les enquêteurs. La dépouille d'Alexia est retrouvée dans une position très particulière. Il y a un autre élément qui va vraiment intriguer les enquêteurs, c'est la disposition du corps d'Alexia au moment où il la retrouve. Un peu, si j'ose dire, comme une espèce de sarcophage avec un vrai souci de respect de la dépouille de la personne que l'on vient de déposer. Elle a les mains posées sur le ventre, on a l'impression qu'elle repose en paix quelque part. Et elle n'est pas abandonnée comme si elle avait été jetée à la va-vite. Pour les enquêteurs, cela ne fait aucun doute. Le meurtrier d'Alexia la connaissait et avait même de l'affection pour elle, ce qui colle avec le profil de Jonathan. Et le lieu de la découverte du corps, le bois des Moulins, les conforte dans cette direction. Ce lieu est parfaitement connu de Jonathan Daval. Il a habité très longtemps, comme
une commune qui s'appelle Le Velay, qui est juste à côté, qui touche le bois des Moulins. Donc c'est une zone où pendant des années, il a gravité, ce bois il le connaît, c'est là qu'il a grandi, en culotte courte, les promenades en forêt, ça se passait dans ce bois. Donc ça aussi c'est quand même un élément qui fait dire que Jonathan Daval, il n'est peut-être pas étranger à tout ça. L'accumulation de ces éléments met Jonathan Daval dans une position délicate. Mais ce dernier continue de nier en bloc. Il affirme qu'il n'a pas tué Alexia. Jonathan a la même attitude depuis le départ, c'est de dire « je n'ai pas d'explication sur certains points, mais je vous confirme que je n'ai rien à voir dans cette affaire-là ». Voilà, c'est sa position. Toujours est-il qu'il y a des éléments qui sont effectivement gênants concernant la version de monsieur Jonathan Daval. On a compris. Jonathan ne donne aucune explication. Nous, on sait qu'il faut forcément en donner. Et que si on n'en donne pas, c'est qu'on cache manifestement quelque chose. Et on se retrouve dans une situation où on a compris, et n'importe qui pratique la chose pénale ou la chose criminelle a compris qu'en réalité, il est très impliqué, qu'il ne dit pas la vérité, et que manifestement, il va falloir s'expliquer à un moment ou à un autre dans cette garde à vue. Pour Jonathan Daval, la garde à vue est loin d'être finie, car il va devoir s'expliquer sur d'autres éléments troublants. Depuis le départ, la version du mari intrigue les enquêteurs, et cela à cause d'un petit détail. Rappelez-vous, Jonathan Daval avait affirmé qu'Alexia était partie de chez elle pour faire son footing. Seulement, après vérification, les gendarmes n'ont trouvé aucun témoin pour le confirmer. Il est quasiment impossible de quitter le domicile familial pour faire le parcours qu'elle fait habituellement sans croiser un certain nombre de gens. C'est troublant parce que Gray, c'est 5000 habitants, tout le monde se connaît ou presque, c'est un samedi matin, il y a des gens dehors. Il y a beaucoup de témoins sur ce chemin. C'est pas une zone déserte. Il y a des gens qui sortent, on va faire le marché. Et là, personne. Ils ont frappé aux portes. Ils ont demandé aux gens « Est-ce que vous avez vu Alexia Daval ?» Et à chaque fois, la réponse était non. Et les gendarmes finissent par se demander si effectivement Alexia est réellement partie faire un footing le samedi matin, comme le prétend son mari, ou si finalement c'est une autre histoire qui s'est réellement passée. Ce qui aurait dû nous mettre la puce à l'oreille, c'est qu'elle courait, mais elle courait sur un tapis à la maison. Jamais elle ne courait toute seule. C'est rare qu'elle courait toute seule. Mais on n'a pas tilté. On n'a pas tilté. Elle courait sur un tapis à la maison. Jonathan Daval est au pied du mur. Et vous allez le voir, les enquêteurs n'ont pas abattu leur carte. Loin de là. Il y a ce témoignage de ce voisin immédiat à la maison de Jonathan et Alexia. Ce voisin dit à 1h30 du matin, il y a eu un bruit. Je ne dormais pas, j'ai passé la tête à la fenêtre et j'ai vu que l'utilitaire de Jonathan Daval était en train de reculer pour rentrer dans la maison. Comme Jonathan Daval n'a jamais dit aux gendarmes qu'il était sorti à 1h30 du matin, on se demande pourquoi il a oublié de le dire. En effet, Jonathan a toujours expliqué qu'à l'issue de la raclette chez ses beaux-parents, le couple était allé se coucher. Une preuve supplémentaire que l'homme aurait menti. Et en s'intéressant de près au véhicule de Jonathan, les enquêteurs vont faire une découverte majeure. Dans la voiture de fonction de Jonathan Daval, il y a ce qu'on appelle un tracker, c'est-à-dire que c'est un GPS, et en fait, les gendarmes vont inspecter la mémoire de ce tracker et vont effectivement constater que la voiture a bougé une première fois à 1h30, donc au moment où elle est rentrée dans le garage. Ça déclenche le tracker une deuxième fois vers 8h30, donc c'est à ce moment-là qu'il part pour aller déposer le corps d'Alexia dans le bois. Il était un peu suspect, il était dans le collimateur des gendarmes. Là, il devient le suspect numéro 1. D'autant qu'à ça va se jouer un autre élément qui est le pneu. À proximité de l'endroit où est découvert le corps d'Alexia Daval, il y a un chemin forestier.
et les gendarmes vont relever des empreintes de pneus. Une trace de pneu très particulière, puisqu'il s'agit d'un pneu avec certaines imperfections. La même imperfection que le pneu de la voiture de Jonathan. La piste de la culpabilité de Jonathan Daval se dessine donc clairement. Et en plus des preuves scientifiques, les enquêteurs vont faire appel à des experts très particuliers, des comportementalistes. Ces derniers savent parfaitement décrypter les expressions des suspects. On va se rendre compte qu'il y a des comportementalistes de la gendarmerie. Ils sont un petit peu partout, tout le temps. À la mairie où la maman annonce la marche blanche. Ils sont aussi là à la prise de parole après la marche blanche. Ils sont là au moment de l'enterrement. Ce sont des gens qui sont en fait formés pour essayer de détecter dans les attitudes et comportements des proches quelque chose qui serait un petit peu étonnant, où on se dirait tiens, réaction un peu bizarre. Nous avons rencontré Franz Bagoé. Il est comportementaliste lui aussi et a accepté de refaire pour nous une analyse des faits et gestes de Jonathan Daval. Lorsque par exemple il apparaît à la conférence de presse, le mari d'Alexia semble, selon lui, dissimuler une partie de la vérité. Il exprime sa tristesse, qui est réelle. On voit que sur son menton, le menton est crispé, donc il y a vraiment des larmes qui vont affluer. Mais on a aussi une bouche en huître. Vous avez un retrait labial, et qui est typique des propos qui sont retenus, et qui est confirmé ensuite par la langue qui sort subrepticement, et qui re-rentre pour ravaler en fait ces mots qu'il ne souhaite pas dire. Et ce n'est pas tout. Lors de la marche blanche en hommage à Alexia, le comportementaliste va noter des indices dans la gestuelle de Jonathan qui le trahissent, notamment lors de ces instants, juste avant que le mari entre en scène pour son discours. On voit bien l'index sur la narine gauche, où là il sait que la situation va être complexe à gérer, et donc pour le coup il la sent pas. Comme il la sent pas, il place cet index-là. Ensuite, il va se préparer mentalement en fait, pour affronter cette situation devant tout le monde. Il va être exposé au regard de tout le monde. Donc on a une moue en fait de peur, avec la bouche qui s'ouvre, avec un petit rictus là, sur la lèvre supérieure gauche qui s'élève, et puis les dents du bas qui sont apparentes. Ça, c'est de la peur. Pour Franz Bagoé, lorsque Jonathan Daval prend la parole, ses gestes l'accablent. Et là, il se livre. On a encore une fois la main qui vient au-devant de la bouche pour essayer d'en dire le moins possible quand même. Et puis cet index qui vient, alors non pas là sur la gauche en fait du nez, mais sous l'arête, j'ai quelque chose à cacher quoi. En tous les cas, là, il a des mots qu'il ne souhaite pas voir sortir de sa bouche. Le geste va être répété, mais non plus avec sa main, mais avec la feuille de papier. Il en a dit, il l'espère, le moins possible, pour ne pas se trahir. Le doute n'est plus permis. Jonathan Daval doit désormais faire face à ses contradictions. Et c'est ainsi qu'après 1 jour et demi de garde à vue, il craque et passe aux aveux. C'est lui qui va décider, en rentrant dans le bureau des enquêteurs, de s'exprimer et de passer aux aveux. Et d'ailleurs, il va dire aux enquêteurs, on y va, maintenant je vais m'exprimer. Au-delà des mensonges, de la terreur que j'ai de vous dire que c'est moi, c'est moi. Nous ne défendrons pas un meurtrier, nous ne défendrons pas un assassin, nous défendrons un jeune garçon qui, dans une crise de couple, a effectivement, de façon accidentelle, occasionné la mort de son épouse. Il est dévasté, il est conscient des conséquences dramatiques pour sa famille, pour la famille d'Alexia, pour qui il a une affection sans limite. Il a eu des mots pour Alexia, des mots d'amour, et nous nous retrouvons face à un drame terrible. C'est un moment très très émotionnel, donc on finit la garde à vue dans cet état-là. On sait que derrière ça va être un lynchage terrible, parce qu'il y a eu les mensonges, parce qu'on sait aussi que pour la belle famille ça va être un cataclysme. Je suis abasourdie, mais complètement. Je reprends encore un coup derrière la tête, donc voilà. Et quand ils me montrent tous les éléments qu'ils ont,
J'arrive pas à y croire encore. Hein. Moi, j'étais persuadé que il y était pour rien. Hein. Il n'y a que le soir devant la télévision, quand on a appris que là, on est... Alors on apprend Là, on ne savait plus quoi dire. On apprend que c'est lui le meurtrier et on apprend en même temps que c'est déjà la faute d'Alexia parce qu'elle a une personnalité écrasante. J'arrive déjà pas à ingurgiter que ce soit lui le meurtrier et on met déjà la faute sur Alexia. 5 minutes J'étais après. folle. J'étais folle. Et Isabelle Fouillot n'est pas au bout de ses surprises, car Jonathan Daval va provoquer un nouveau rebondissement. 7 mois après la mort d'Alexia, Jonathan demande à s'entretenir avec le magistrat instructeur. Il a des révélations à faire. Rebondissement dans l'affaire du meurtre d'Alexia Daval. Son mari Jonathan, qui avait reconnu avoir étranglé la jeune femme de 29 ans fin octobre en Haute-Saône, conteste désormais les faits. Lors de son audition par un juge d'instruction, il a accusé son beau-frère du meurtre et évoqué un complot familial. Jonathan va modifier profondément sa version initiale en déclarant qu'effectivement ce n'est pas lui qui est à l'initiative de la mort d'Alexia et va pointer du doigt son beau-frère, Grégory Gay. Il va dire « Non mais en fait c'est pas comme ça que ça s'est passé ». Et là il explique. Il explique qu'en fait il y a eu cette soirée raclette, il arrive en retard, il dit qu'Alexia a commencé à faire une crise assez sérieuse. Elle lui dit « J'aurais pu prévenir. Voilà, tu aurais pu nous dire que tu allais être en retard, d'ailleurs où est-ce que tu étais passé voilà. ». Donc la soirée commence dans une certaine forme de stress et va très vite dégénérer, en tout cas toujours selon le récit de Jonathan Daval. Au cours du dîner, selon Jonathan Daval, Alexia aurait été prise d'une crise d'hystérie violente. Là, ça monte d'un ton. On sent que Alexia en veut à la terre entière, toujours selon Jonathan, et elle va partir, elle va monter dans les escaliers. Au moment où Alexia monte, elle va bousculer le fils de Stéphanie et de Grégory Gay, et c'est ce qui va mettre le feu aux poudres. C'est là qu'ils vont s'en mêler. Stéphanie tente de calmer, toujours selon Jonathan, sa sœur Alexia, qui lui donne une gifle. Stéphanie lui en rend une autre. Des cris se multiplient. Et à ce moment-là, toujours selon Jonathan Daval, Grégory, donc son beau-frère, aurait dit « Cette fois, c'est moi qui y vais, cette fois, je m'en occupe ». Il disparaît donc avec Alexia dans la salle de bain. À table, on n'entend plus rien. On a un silence de cathédrale en bas. Grégory Gay redescend. Et là, un des convives de l'Assemblée m'a dit « Qu'est-ce qui s'est passé, quoi ? Est-ce que c'est grave ?» Et puis lui, bien blanc comme un cierge de Pâques, livide, dit « Oui, je crois que c'est grave. » Grégory Gay dit à ce moment-là « J'ai étranglé Alexia, j'ai voulu la calmer, je l'ai tuée. » Jonathan Daval charge Grégory Gay, son beau-frère. Donc c'est une manière pour lui d'être peut-être un peu complice et responsable, mais au même titre que tout le reste de la famille, mais de ne plus être finalement un responsable exclusif. C'est très difficile d'assumer. Parce que c'est très difficile de regarder sa mère, par exemple, et de lui dire « Maman, c'est moi ». Et on cherche quelque chose parfois de magique pour se sortir de sa condition criminelle. L'esprit essaye de trouver des issues et des solutions, et qui sont très souvent de mauvaises solutions, parce qu'on va rajouter un mensonge, parce qu'on va impliquer d'autres personnes, et parce qu'à un moment, on va de nouveau être pris dans un piège, et que la seule solution pour s'en sortir en réalité sera de nouveau la vérité, il n'y en a pas d'autre. Pour les parents d'Alexia, c'est une nouvelle trahison. On apprend qui se rétracte et qui accuse notre gendre Grégory d'avoir mis fin au jour d'Alexia, avec notre complicité à tous. Hein. Sur le coup, on n'y croit pas. On ne comprend même pas. On ne comprend pas
l'aboutissement de ces dires. C'est seulement après quelques instants que on se rend compte que Jonathan vient de nous accuser de meurtre. Et là, on tombe de haut. Là, Isabelle et Jean-Pierre Fouillot n'ont désormais qu'une obsession, que Jonathan dise enfin la vérité. C'est la raison pour laquelle ils vont demander aux magistrats de Besançon une confrontation avec leur gendre. Un face-à-face qui va marquer un tournant dans l'affaire. 7 décembre 2018, Jonathan Daval est extrait de sa cellule pour un rendez-vous capital. Les parents d'Alexia Daval vont demander au juge d'instruction une confrontation. Cette confrontation va se dérouler sur une journée. Il va y avoir le matin la sœur d'Alexia. Puis Grégory, avec lequel, voilà, ces deux-là, il ne se passe rien. Le début de cette confrontation est un échec. Mais le juge n'a pas dit son dernier mot. Il va désormais abattre une carte décisive. La première personne qui va passer en confrontation au début d'après-midi, c'est la maman d'Alexia, c'est Isabelle Fouillot. Et Isabelle Fouillot, elle choisit une stratégie qui consiste déjà, au moment où elle se retrouve en face de Jonathan Daval, à le considérer. Je le regarde droit dans les yeux et je lui dis « Bonjour Jonathan ». Et je le fixe et je le regarde bien et je lui dis gentiment « Bonjour » comme si je l'avais vu la veille au soir. Moi, je ne sais pas crier, moi, je ne sais pas... je ne sais que parler, donc je lui parle avec mes mots comme je lui ai toujours parlé. J'ai des questions sur l'amour, le mariage, je lui pose plein de questions, mais là, il ne bouge pas trop d'un iota. Jonathan Daval reste de marbre. Alors Isabelle Fouillot va tenter le tout pour le tout, en lui présentant une photo de Happy, le chat qu'il élevait avec Alexia. C'était leur enfant, ce chat. Ils l'ont eu à 2 mois, ce bébé chat, et c'était comme leur enfant. Au moins pour Alexia. Mais j'espère que ce chat, il l'a aimé aussi. C'était vraiment leur bébé à eux deux. Donc je me suis dit que le chat, ça pouvait... lui remettre un peu de vérité en lui. Je me disais que peut-être en lui, il avait encore un petit moment de bonheur à partager avec Happy. Je montre cette photo et il commence à caresser cette photo, à voir cette photo. Et je pense que là, il y a un travail en lui qui commence à se faire. Je lui dis qu'on a besoin de la vérité pour avancer et que lui aussi doit dire la vérité pour avancer aussi. Il pourra se reconstruire. Et tout d'un coup, il se jette à mes pieds. Et il dit que c'est lui qui a tué Alexia. Donc je le relève et je le prends dans mes bras et on pleure tous les deux. Jonathan Daval a enfin rétabli la vérité. Pour les parents d'Alexia, c'est une libération. J'étais soulagée qu'ils reviennent sur son mensonge. C'est un poids qui s'en va. J'ai rétabli juste la vérité. J'ai rien gagné. Alexia n'est plus là. Mais voilà, j'ai gagné en vérité une parcelle. Une parcelle de vérité seulement. Car aujourd'hui, dans le dossier, des zones d'ombre demeurent. Par exemple, au moment du décès d'Alexia, les experts ont retrouvé dans son sang des traces de somnifères, des analyses qui intriguent. Au moment de l'autopsie, les analyses toxicologiques vont mettre en avant la présence dans son sang de plusieurs médicaments, notamment du tramadol. Les parents d'Alexia se demandent si finalement Jonathan Daval ne lui administrait pas des médicaments sans qu'elle le sache. Et notamment des médicaments qui font dormir, qui vous laissent dans un état un petit peu apathique.
on se rend compte qu'elle a ingurgité des médicaments à son insu. Et elle le dit d'ailleurs dans des SMS. Elle lui dit même « tu m'as drogué » ou « tu me drogues ». C'est une sédation pour faire croire qu'elle devenait folle ou l'avoir sous sa main ou des choses comme ça. D'ailleurs, elle le dit le vendredi matin où elle a disparu. Elle dit le matin qu'elle a peur. Elle dit « j'ai plus toute ma tête, je ne suis pas bien ». Elle écrit même pas bien en texto. Et elle dit qu'elle ne sait pas ce qu'elle a. Donc elle ne sait pas qu'elle a ingurgité un médicament. Pour Isabelle et Jean-Pierre Fouillot, cette prise de médicaments est inconcevable. En effet, Alexia souhaitait à tout prix tomber enceinte. Elle n'aurait donc jamais ingurgité ce cocktail explosif de somnifères. Mais selon les avocats de Jonathan Daval, cette théorie ne tient pas la route. Leur client n'aurait jamais cherché à sédater Alexia. On sait que les quantités retrouvées dans le sang d'Alexia excluent toute soumission chimique d'Alexia. Que ce somnifère n'a pas été pris dans des quantités anormales, ou des quantités dangereuses, ou des quantités portant atteinte à la vigilance. Et cela a été totalement écarté par les investigations menées par le juge d'instruction. Mais cette question sera certainement reposée à la cour d'assises. Et puis, parmi les éléments qui seront sûrement soulevés durant le procès, figure une autre zone d'ombre. Dans la nuit du 2 au 3 mars 2019, alors que Jonathan Daval était déjà incarcéré, la maison qu'il partageait avec Alexia a été cambriolée. Dans la maison d'Alexia et de Jonathan, va se passer un phénomène, un événement extrêmement singulier, que je n'ai jamais vu dans une affaire criminelle, c'est-à-dire que la maison qui est placée sous scellé va faire l'objet d'un cambriolage. Les scellés vont sauter et la seule personne qui peut dire ce qui a éventuellement disparu dans cette maison, c'est Jonathan Daval. Et on a volé quelques bijoux, ce qui est très habituel pour un cambriolage. On a volé des albums du couple, des albums de photos, des albums de famille, ce qui est déjà très très singulier. Et puis on a volé des sex toys. Et ça, je dois vous dire que je n'ai jamais vu ça dans une affaire de cambriolage. Le parquet va très rapidement communiquer envers les journalistes en disant « ça n'a rien à voir avec l'affaire, ce sont deux histoires totalement dissociées ». Il se trouve qu'aujourd'hui, cette affaire de cambriolage n'est pas résolue. Que contenait ce caméscope? Qu'est-ce qu'il y avait dans cet album photo? Ce sextoy, pourquoi? La bague? J'ai bien mon avis sur ce qui a pu se passer, mais ce n'est que mon avis. Oserais-je vous demander votre avis? Vous avez tout à fait raison de me demander mon avis, mais je n'oserais pas vous le donner. Alors, quelqu'un aurait-il cherché à faire disparaître des preuves compromettantes? Serait-ce un proche d'Alexia? Un proche de Jonathan? Le doute subsiste. Et ce n'est pas tout. Manque une dernière pièce au puzzle. Jonathan aurait-il agi seul ou avec un complice? La carrure frêle du jeune homme a toujours posé question. Alors pour en avoir le cœur net, une reconstitution est organisée le 17 juin 2019. Est-ce que ce garçon peut, seul, charger un corps au milieu de la nuit dans une voiture? Il y a beaucoup de gens qui se disent, mais juste sur la carrure, sur l'aspect physique, que ça ne colle pas. Et la reconstitution va être finalement décisive. On va se rendre compte que finalement, Jonathan Daval est beaucoup moins chétif que ce qu'on veut bien croire. Jonathan est assez costaud pour soulever un corps de 50 kilos. Jonathan faisait de la musculation et c'était quelqu'un qui était bien bâti, contrairement à ce qu'on peut laisser entendre et ce qu'il veut laisser voir. Durant cette reconstitution, les parents d'Alexia, Jean-Pierre et Isabelle sont aux premières loges. Isabelle et moi, nous suivons le déroulé de l'affaire depuis la rentrée dans la maison jusqu'à la sortie d'Alexia, malheureusement, dans l'état où elle était. Il refait tout, mais il refait ce qu'il veut bien nous montrer. Il y a des moments qui nous ont choqués, qui m'ont choqué.
Après l'étranglement, Alexia serait tombée dans les escaliers et plutôt que de porter Alexia... Il l'a tirée par les pieds depuis le haut de la maison, comme un vulgaire sac de pommes de terre. Et c'était ça le plus douloureux à supporter. Jonathan Daval a donc montré qu'il était capable de réaliser le crime tout seul. Mais pour les parents d'Alexia, l'incertitude demeure. Mais pas convaincu qu'il n'y a pas de complice. Non, quelqu'un qui savait. Quelqu'un qui sait. Oui. Je suis sûre qu'il y avait quelqu'un qui savait. Face à toutes ces interrogations, Isabelle et Jean-Pierre Fouillot cherchent désespérément des réponses. Ils espèrent que le procès de Jonathan pourra les éclairer. Depuis le début de la semaine, se tient devant la cour de Vesoul un procès aux multiples enjeux. La défense de Jonathan mettra-t-elle en avant le profil d'une Alexia écrasante? Et si oui, le jury croira-t-il à cette version? Aujourd'hui, on a le sentiment que ce qui est très compliqué, c'est de faire état des défauts d'Alexia. L'idée n'est pas d'accabler Alexia, mais simplement de faire état de la manière dont elle se comportait dans son couple et comment Jonathan, lui, réagissait face à cette attitude. On attend que la cour d'assises définisse la juste peine qui doit être celle de Jonathan Daval en fonction des faits tels qu'ils se sont passés et en fonction aussi de la personnalité de Jonathan Daval. Et ainsi, on aura une décision juste. Pour les parents d'Alexia, seule la vérité compte. Ils craignent par-dessus tout que Jonathan Daval livre à la cour une énième version des faits. Au début, il nous disait que c'était pas lui qui l'avait tué. Après, il nous a dit que c'était pas lui qui l'avait brûlé. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'il va nous dire comme autre mensonge? Plus rien dans sa bouche n'a de valeur, n'a plus aucune valeur. Nous, on a pris perpétuité. Nous, on a pris la peine maximum, nous. La justice, j'aimerais bien qu'elle me rende Alexia. Je sais que ça, c'est impossible. Moi, j'attends juste le mot coupable, parce que présumé innocent, au bout de 3 ans, avec toutes les preuves qu'on a, ça suffit. Je voudrais juste que ce procès laisse Alexia reposer en paix et juste dire que c'était une belle personne. Val d'Isay, 20 décembre 2012, 4 jours avant Noël. Il est 8h15. Ici, dans cette maison paisible, une maman a disparu. Elle s'appelle Aurélie Beaugendre et elle vit avec ses 3 enfants. Habituellement, elle les réveille pour aller à l'école. Mais là, étrangement, les enfants sont livrés à eux-mêmes. Leur maman avait l'habitude de les réveiller vers 7-8 heures. Ils se sont inquiétés de ne pas voir leur maman venir les réveiller. Les enfants sont jeunes, 10 ans, 8 ans, 4 ans. Ils sont petits, ils appellent, ils n'ont pas de réponse. Visiblement seuls dans la maison, les 3 enfants se lancent à la recherche de leur maman. Seulement ce qu'ils vont découvrir ne va pas les rassurer. Le petit déjeuner n'est pas prêt. Leur maman n'est pas là. Ce matin-là, il n'y a pas de bruit. Il ne se passe rien dans cette maison qui est une maison vide. Mais où est passée la mère de famille? Étrange. Il ne reste qu'une seule pièce à vérifier, l'arrière-cuisine qui relie la maison à l'extérieur. Les enfants l'ignorent, mais en poussant cette porte, leur vie va basculer à jamais. Et c'est là qu'ils découvrent le corps de leur maman dans l'arrière-cuisine. Leur maman gît sur le sol. Sur le seuil de sa porte, sa tête baignant dans une mare de sang. On peut pas croire que son ami et voisin ait tué sa femme. Je savais que c'était lui. Pas d'ADN, il n'y a pas d'aveu, il n'y a pas de preuve, il n'y a que dalle, il n'y a rien. C'est hallucinant. On ne devient pas un assassin comme ça.
Dans leur maison de Val-d'Isée en Bretagne, les 3 enfants de 10, 8 et 4 ans viennent de découvrir le corps de leur maman, Aurélie Beaugendre. Malgré leur jeune âge, ils vont faire preuve d'un courage incroyable pour tenter de la sauver. Ils vont devoir alors prendre des bottes, ils sont encore en pyjama, prendre des petites bottes. Ce sont les 3 gosses qui vont devoir enjamber le cadavre de leur mère, marcher dans le sang de leur maman avant de courir chez la voisine. À ce moment-là, ils disent « Maman est morte ». Maman est morte. La voisine a du mal à le croire, donc elle va voir d'elle-même. Elle découvre le corps d'Aurélie Beaugendre dans l'arrière-cuisine. Sous le choc, la voisine prévient immédiatement les secours. Mais malheureusement pour Aurélie, la maman des 3 enfants, il est trop tard. Lorsque les pompiers arrivent au domicile d'Aurélie Beaugendre, ils ne peuvent que constater le décès de la jeune mère de famille de seulement 29 ans. Et ils savent très rapidement qu'il n'y a plus rien à faire. Non seulement Aurélie est morte, mais elle a été méthodiquement exécutée. La victime est décédée d'une balle dans la tête. Et elle a un trou énorme au niveau de l'œil droit. On a l'impression qu'un projectile est rentré par l'œil droit. Un seul et unique impact de balle à l'œil droit. Elle est décédée tout de suite. L'expert balistique il est formel. Le tir a été effectué à une distance inférieure à 1 mètre. Il s'agit d'une véritable exécution. Elle a été froidement abattue. La mère d'Aurélie, Marie-Christine, vient d'apprendre la nouvelle en sortant de son travail. Elle se précipite alors au domicile de sa fille, en panique. Les gendarmes m'attendaient là. Je ne sais pas comment j'ai pu conduire parce que j'avais les mains qui étaient toutes tremblantes, étaient paralysées. Ah, c'est atroce, mais je ne m'attendais pas du tout à ça. Patrick est un ami et collègue de travail d'Aurélie. Il est lui aussi effondré lorsqu'il apprend sa mort. Ça fait très mal. C'est comme si on perd quelqu'un dans la famille. Hein. On prend une grande claque. Hein. Elle, notre collègue, c'est pas possible. Mais évidemment, c'est peut-être pour les enfants d'Aurélie que le traumatisme est le plus important. Les enfants, ils ont quand même passé sur leur maman pour aller chez les voisins. Ils ont mis du sang sur leurs chaussures. Le plus épouvantable, le plus horrible, c'est que ces enfants de 10 ans, 8 ans et 4 ans vont avoir comme cadeau de Noël le cadavre de leur mère 4 jours avant les fêtes de Noël. C'est atroce. Pour eux, c'est atroce. Pour tous ses proches, le meurtre de la jeune femme est inconcevable. Tous s'accordent sur un point. Aurélie était une mère courage qui partageait sa vie entre son travail et le bien-être de ses 3 enfants. C'est une fille souriante, toujours aimable, bosseuse, professionnelle, a travaillé toujours à 100%. Elle exerçait la profession de cariste dans une déchetterie. Donc elle conduit les petits camions élévateurs, là, les petits chariots élévateurs. Elle était là pour ses enfants. Elle allait travailler pour eux, faire des courses pour eux. C'était sa vie. Elle s'occupait. Ses enfants, ils étaient toujours bien habillés. Elle les emmenait partout, partout. C'était eux la priorité. Alors, qui pouvait en vouloir à cette mère de famille au point de la tuer de sang-froid? Quel monstre a privé 3 jeunes innocents de leur maman à la veille de Noël? Dès le début de l'enquête, une piste va s'imposer, presque comme une évidence. C'est Marie-Christine, la mère d'Aurélie, qui va révéler aux gendarmes un détail capital pour l'enquête. Un rituel que sa fille répétait chaque matin. Sa première chose, elle mettait son café dans le micro-ondes et elle allait fumer dehors, à l'entrée de sa buanderie, sa cigarette pendant que son café chauffait. On sait qu'elle venait d'allumer une cigarette parce qu'elle a un briquet dans une main
et qu'elle a encore la cigarette qui a été allumée dans l'autre main. Elle a été tuée par quelqu'un qui la guettait, qui l'attendait. Les enquêteurs acquièrent la conviction que celui qui a exécuté Aurélie connaissait ses habitudes. Pour les gendarmes, c'est forcément quelqu'un de l'entourage de la victime qui lui aurait tendu un piège mortel. Mais alors qui donc ? La mère d'Aurélie a une conviction et désigne d'emblée un homme, le propre mari d'Aurélie, Sébastien Beaugendre. Je savais que c'était lui. Personne ne lui en voulait à Aurélie. Il n'y avait que lui qui en voulait. Immédiatement, pour elle, c'est Sébastien Beaugendre. Ça ne peut être que lui. La mère de la victime sert aux enquêteurs un suspect sur un plateau. Seulement cela ne suffit pas à en faire un coupable. Alors pour tenter de découvrir la vérité, les gendarmes vont devoir fouiller dans le passé du couple Beaugendre. C'est à 24 ans que Sébastien Beaugendre rencontre la belle et jeune Aurélie, âgée alors de 17 ans. Ils se rencontrent dans un bar et c'est le coup de foudre. Aurélie, elle était amoureuse de lui. C'était son premier amour. Je trouvais que ça se passait bien, moi, au point de départ. Le couple se marie et s'installe dans ce petit pavillon. Rapidement, Sébastien et Aurélie auront un garçon, puis 2 petites filles. Seulement voilà, au bout de 10 ans, la magie n'opère plus. Aurélie se sent de plus en plus délaissée par son époux. Aurélie fait le constat qu'elle est très seule en fait. Qu'elle a un mari qui lui témoigne peu de preuves d'amour, qui communique peu avec elle. Moi, je trouvais qu'il était froid avec elle. Souvent, il l'appelait, à place de l'appeler Aurélie, il l'appelait l'autre. On sent bien qu'elle est pas bien dans sa peau. Souvent, elle nous arrivait, elle pleurait, elle allait au vestiaire, puis elle restait dans le vestiaire jusqu'au moment d'aller travailler. Au fil du temps, Sébastien Beaugendre se montre particulièrement odieux avec sa femme. Et il y a peut-être une explication à cela. En fait, depuis plusieurs années, l'homme souffre de douleurs au dos qui l'empêchent d'exercer son métier de mécanicien. Sébastien Beaugendre est en arrêt maladie suite à un accident du travail. Où il a un vrai problème de colonne vertébrale et à partir de là, il ne fera plus rien. Sébastien Beaugendre vit la nuit et dort le jour, collé devant son ordinateur. Sébastien Beaugendre vit en ermite chez lui. Il ne prête même plus attention à ses proches. Il n'y avait pas de vie de famille. Jamais il mangeait avec les enfants, ni Aurélie. Pour Aurélie, la situation devient insupportable, d'autant que la jeune maman aux revenus modestes n'arrive plus à assumer seule les dépenses de toute la famille. Aurélie travaille tout le temps, toujours. Elle fait bouillir la marmite, comme on dit communément. Aurélie n'a pas supporté d'avoir non plus 3 mais 4 enfants à la maison. En juillet 2012, Aurélie demande donc le divorce. Elle quitte le domicile conjugal et obtient la garde de ses 3 enfants. La jeune femme part s'installer à 10 km de là, dans ce petit pavillon à Val d'Isée. Seulement Sébastien Beaugendre n'aurait pas accepté cette séparation. Les enfants deviennent un enjeu très très important pour le père, qui veut aussi les récupérer. Sébastien Beaugendre est en guerre contre elle. Aurélie a peur. 2 mois avant d'être assassinée, elle se sentait menacée. C'est ce que va confirmer sa mère aux enquêteurs. Depuis qu'elle a demandé le divorce en 2012, elle faisait que de trembler. Elle en avait énormément peur. Quelques mois après cette séparation, elle se rend à l'école pour récupérer ses enfants et rentre chez elle. Et lui, il l'a suivie avec sa voiture. Il est arrivé et puis il l'a harcelé. Il a dit tu vas crever. Il lui lançait des pierres. On sentait qu'il y avait déjà un malaise. Elle se mettait à pleurer, elle se planquait. Cette séparation est difficile, mais plus que difficile, elle est violente.
il n'aura de cesse de dire à tout le monde qu'il la tuerait. À en croire les proches d'Aurélie, tout accable Sébastien Beaugendre. Et s'il avait tué sa femme sur le pas de sa porte au petit matin pour récupérer la garde de leurs enfants? Le mobile paraît crédible. Alors, les enquêteurs se rendent immédiatement à son domicile. Mais à leur arrivée, l'homme n'est pas là. On est quelques heures après la découverte du corps, il est 11h du matin. Les gendarmes l'attendent devant sa porte. Une demi-heure plus tard, le mari va enfin faire son apparition, l'air plutôt serein. Sébastien Beaugendre arrive aux alentours de 11h30 au volant de sa voiture. Les gendarmes sont là et le cueillent à la descente de la voiture. Et là, chose étrange, à l'annonce de la mort de sa femme Aurélie, Sébastien Beaugendre va dire une petite phrase, lourde de sens. Les gendarmes lui disent « Nous venons vous voir parce qu'il est arrivé quelque chose de grave. C'est votre femme. Nous l'avons retrouvée morte. » Sébastien Beaugendre va pâlir. Et là, il s'effondre, il se tient au muret et immédiatement, il dit « C'est pas moi ». Le fait de dire, avant même qu'on lui demande « c'est pas moi », est une phrase qui a choqué les gendarmes. Les enquêteurs trouvent suspect le comportement du mari. Alors ils décident de perquisitionner sa voiture. Et leurs soupçons vont se confirmer. Dans le coffre, ils découvrent une arme à feu, un pistolet automatique, une arme 9 mm et des munitions. Les gendarmes pensent avoir mis la main sur l'arme du crime. Et ils ne sont pas au bout de leur surprise. Car dans la maison du suspect, ils vont découvrir une lettre qui semble ne laisser aucun doute sur les intentions de Sébastien Beaugendre envers Aurélie. C'est un courrier de Sébastien Beaugendre à l'attention d'Aurélie, un courrier qu'il n'a jamais envoyé. Et voici ce que Sébastien Beaugendre écrit à son épouse. À présent, je te déteste. Qu'on réalise sur toi ma vengeance. Toi que j'ai aimé et qui m'a trahi. C'est un peu à la fois une lettre de désespoir, mais aussi une lettre où il y a de la colère et de la menace. Les gendarmes trouvent quand même que ça commence à sentir bon, l'histoire. Cet individu est vraiment extrêmement suspect. D'autant qu'un dernier élément va finir de convaincre les gendarmes. Et les gendarmes vont faire un prélèvement sur ses mains par un système de tamponnoir. Il y a des résidus de poudre, des résidus de tir sur les mains. Alors là, les enquêteurs, ils se disent, on a les résidus de poudre, on a des armes, on a des munitions. Ce jour-là, cet homme-là, c'est le coupable idéal. Il y a comme une accumulation d'éléments contre Sébastien Beaugendre. Pour les enquêteurs, tout de suite, le meurtrier, c'est Sébastien Beaugendre. L'ex-compagnon d'Aurélie est aussitôt placé en garde à vue. Pour les gendarmes, il ne reste plus qu'à obtenir ses aveux. L'enquête semble close. Et pourtant, les choses ne vont pas se dérouler tout à fait comme ils l'imaginaient. Dans les bureaux de la section de recherche de Rennes, le mari de la victime est sommé de s'expliquer. Et d'emblée, il va tout nier, avec véhémence. Sébastien Beaugendre va se défendre. Il est complètement étranger à tout ce qui s'est passé. Il clame son innocence, il la clame fort. Face aux gendarmes, Sébastien Beaugendre a réponse à tout. À commencer par la présence de l'arme dans sa voiture. Voici ce qu'il déclare aux enquêteurs. J'ai été victime de plusieurs tentatives de cambriolage. La dernière remonte au week-end dernier. Alors ce matin, j'ai décidé de me procurer un pistolet. Il va expliquer qu'il a été victime de dégradation et de tentatives d'effraction. Il souhaite donc se protéger. Ce matin-là, il va à Rennes, il va acheter un pistolet dans une armurerie. Incroyable. Alors que sa femme est découverte gisant dans son sang, Sébastien Beaugendre est allé acheter une arme à feu. Pour les enquêteurs, ce hasard est troublant.
Mais il permet au mari de justifier les traces de poudre qu'il a sur les mains. Voici ce qu'il raconte. Ce matin, je suis allé essayer le pistolet sur un parking. J'ai tiré pour voir le bruit que ça faisait. Après l'avoir acheté, il va utiliser l'arme. Il va tirer une douille. Et ce tir va laisser sur ses vêtements et ses mains des particules, des résidus de poudre. Et ensuite, il arrive chez lui vers 11h, et là, il est cueilli par les gendarmes au moment où il pose sa voiture. Pour les enquêteurs, la coïncidence entre le crime et l'achat d'une arme le même jour paraît suspecte. Pourtant, en vérifiant point par point les déclarations de Sébastien Beaugendre, tout semble coller à son récit. L'arme, on retrouve effectivement la trace de l'achat de cette arme. Et on retrouve également la douille percutée sur le parking sur ses indications. On va retrouver une douille au sol. Donc en gros, il dit la vérité. Pour les gendarmes, force est de constater que le pistolet de Sébastien Beaugendre ne peut pas être l'arme du crime. L'arme de Sébastien Beaugendre s'avère être une arme non létale, un pistolet à blanc. Un pistolet d'alarme, c'est-à-dire qui a toute l'apparence d'une arme réelle mais ne fait que du bruit. Ce sont des armes qui ne sont pas des armes mortelles. Sébastien Beaugendre est catégorique. Il n'a pas assassiné sa femme. Et pour se défendre, il va bénéficier d'un soutien de la part d'une voisine, Maria Louisa. Pour elle, jamais ce père attentionné n'aurait pu infliger un tel supplice à ses enfants. Il me donnait l'image d'un papa poule, prêt à tout pour ses enfants. Avec papa, il faisait du cheval, ils avaient plein de choses. C'était quelqu'un qui aimait profondément ses enfants, qui s'occupait très bien d'eux. Il faisait toujours tout pour les rendre heureux. Alors, comment imaginer qu'un tel papa poule ait pu priver ses enfants de leur maman, qui plus est, à la veille de Noël? Sébastien Beaugendre, il va dire « Je n'aurais jamais fait cela à mes enfants ». En commettant un tel acte, Sébastien Beaugendre savait que ses enfants, d'une part, découvriraient le corps de leur maman, mais surtout tous les ans s'en souviendraient au moment de Noël. Le moment de Noël, c'est magique, c'est la magie pour les enfants. Et dans ce contexte-là, imposer ça à ses enfants, c'est absolument incompréhensible. Ça n'a pas de sens. Selon son entourage, Sébastien Beaugendre a tout, sauf le profil d'un tueur. Son comportement juste avant le drame l'attesterait. Le dimanche précédent, il était avec mes enfants et les siens en train de faire des madeleines au citron pour le goûter. Il va dire combien il est content d'avoir ses enfants pour les fêtes de Noël, qu'il a commencé à leur acheter des cadeaux, qu'il a fait le sapin. Il y a un contraste entre l'homme qui faisait ses madeleines ce jour-là et les faits qu'on lui reproche. On peut pas croire que son ami et voisin ait tué sa femme. Pour moi, c'était pas possible. On ne devient pas un assassin comme ça. Malgré ces témoignages, les gendarmes restent persuadés que Sébastien Beaugendre a quelque chose à voir avec la mort de sa femme. Et l'autopsie va venir les conforter dans ce sens. On n'a pas l'heure exacte de la mort, mais le médecin légiste la situe entre 5h30 et 7h30. Or, sur ce créneau horaire, l'homme prétend être resté chez lui sans pouvoir le prouver. Conclusion, Sébastien Beaugendre n'a pas d'alibi. L'homme est en mauvaise posture. Outre l'absence d'alibi, reste toujours à charge contre lui les menaces qu'il aurait proférées à l'encontre de sa femme. Il y a ces menaces verbales et physiques où il jette des cailloux, où il lui dit « tu vas crever ». Un courrier où il est fait état de vengeance et de trahison. Il a le mobile de la séparation haineuse. Il a énoncé son intention de tuer. Il y a absolument tout pour décider de son placement en détention après sa garde à vue. Dès le lendemain du drame, Sébastien Beaugendre est incarcéré à la prison de Rennes, mais le mari ne compte pas en rester là. Derrière les barreaux de sa cellule, Sébastien Beaugendre n'en démord pas
Il n'est pas l'assassin de sa femme. Sébastien Beaugendre va se comporter de bout en bout comme quelqu'un qui est victime d'une erreur judiciaire. Il va faire une grève de la faim. Les médecins psychiatres, psychologues qui vont le voir expliquent qu'il y a des risques de suicide qui sont très importants. Il va être immédiatement hospitalisé en psychiatrie. C'est quelqu'un qui est désespéré, parce qu'il est accusé à tort, c'est une situation absolument invivable. Alors les enquêteurs auraient-ils arrêté un innocent ? Le coupable n'est peut-être pas celui que l'on croit. Car aussi incroyable que cela puisse paraître, quelqu'un d'autre va créer la surprise et revendiquer le crime d'Aurélie. Tribunal de Rennes, 2 mois après le placement en détention de Sébastien Beaugendre. Dans une salle d'attente du palais de justice, un employé va mettre la main sur une mystérieuse enveloppe blanche. Cette enveloppe porte la mention « à l'intention de Madame le juge d'instruction ». Donc cet employé du tribunal va apporter l'enveloppe au juge d'instruction qui est en charge du dossier de Sébastien Beaugendre. À l'intérieur de l'enveloppe, une lettre manuscrite. Et en la parcourant, le juge n'en croit pas ses yeux. Cette lettre émanerait d'une certaine Madame G. Une Madame G. Et voici ce que la mystérieuse Madame G écrit au juge. C'est moi qui ai tué Madame Beaugendre Aurélie. Et cette fameuse Madame G, elle indique qu'elle est le coupable. Une femme qui revendique le crime, c'est quand même troublant. Et le corbeau de donner des détails très précis sur le scénario du crime. Le 20 décembre 2012, je me suis présentée au domicile de Madame Beaugendre. À 6h10, elle ouvre la porte de la maison avec une cigarette à la main et j'ai tiré d'une distance de 1,50 m environ. Elle dit l'heure à laquelle les faits ont eu lieu. Elle parle de la cigarette. La cigarette qu'elle était en train de fumer au moment où elle a été tuée. Et elle donne la distance de tir. Ce sont des détails qui ne pouvaient être connus que de la personne même qui avait commis le crime. Quelle que soit la personne qui se cache derrière cette lettre, c'est le meurtrier. Un mari qui croupit en prison et une femme, alias Madame G, qui aurait commis le meurtre. Les gendarmes se retrouvent avec 2 suspects pour un seul crime. C'est forcément un de trop. D'autant qu'un témoignage va venir semer un peu plus le trouble. En effet, le fils aîné d'Aurélie et Sébastien Beaugendre va retenir l'attention des enquêteurs. Ce petit garçon de 10 ans va leur révéler un détail hallucinant qu'il avait gardé sous silence. Il va déclarer aux enquêteurs, la première fois qu'il est entendu, qu'aux alentours de 6h du matin, je vois mon réveil et j'entends la voix d'une femme crier « Tu vas crever ». Il entend ensuite sa mère crier. C'est ce qui l'éveille et qui attire son attention. Il a 10 ans, il n'a pas osé aller voir, il n'a pas osé descendre, et donc il est resté dans son lit et il s'est rendormi. Le fils de la victime vient confirmer la présence d'une femme sur la scène de crime. Incroyable. Voilà vraiment 2 éléments qui se recoupent parfaitement bien. Cette voix de femme, cette identité féminine vient faire écho à Madame G. Ça pourrait fournir une piste évidemment aux enquêteurs, la piste d'une femme. Mais qui peut bien être cette femme ? C'est en fouillant la vie intime d'Aurélie que les gendarmes vont peut-être trouver l'identité de la mystérieuse Madame G. Car depuis qu'elle avait quitté son mari, Aurélie avait eu un coup de cœur pour un collègue de travail. Elle s'en était d'ailleurs confiée à sa mère. Elle venait un peu moins à la maison et elle m'avait seulement dit qu'il y avait un collègue au mois de septembre qui était venu chez elle, puis elle s'était couchée tard. Et elle m'a dit que c'était quelqu'un de super gentil et voilà. Il
Ils ont sympathisé en un premier temps, ils sont devenus un peu confidents. Et puis quand Aurélie lui a expliqué qu'elle allait divorcer, qu'elle allait quitter son mari, de façon assez naturelle, ils se sont rapprochés, ils sont devenus amants. Les appels et SMS retrouvés dans son téléphone le prouvent. Aurélie était tombée amoureuse de son confident. Juste pour te dire que je t'aime. Tu me manques. Bisous. Elle échangeait de nombreux SMS avec son collègue de travail. Elle avait beaucoup de sentiments pour lui. Mais ce qui intéresse les gendarmes, c'est que l'amant d'Aurélie est en couple. L'homme dont elle est amoureuse est un homme marié. Aurélie aurait même souhaité que cet amant quitte sa femme pour elle. Donc c'était une relation très sérieuse. Et du coup, les gendarmes se demandent si la femme de cet homme aurait découvert que son mari avait une relation avec Aurélie et aurait décidé d'en découdre avec elle. Alors, l'énigmatique Madame G et la femme trompée seraient-elles une seule et même personne ? La nouvelle piste semble alléchante. Seulement, elle va rapidement tomber à l'eau. Immédiatement, l'épouse est convoquée à la gendarmerie. Et voici ce qu'elle déclare. Connaissiez-vous Madame Beaugendre-Aurélie ? Non, je ne la connaissais pas. Mon mari m'a dit qu'il avait une collègue qui était décédée. J'ai appris son existence le jour de son décès. Pensez-vous que votre mari ait pu avoir une relation extra-conjugale ? Il en a déjà eu une. Il m'a trompée quand j'étais enceinte de ma fille. Je ne pense pas qu'il ait pu me tromper une autre fois. En réalité, elle ne soupçonnait pas la relation que son mari entretenait avec Aurélie Beaugendre. Elle ne savait pas du tout qui était Aurélie Beaugendre et elle savait encore moins que son mari avait une maîtresse. Et puis, il y a un élément qui disculpe totalement cette femme. Pour le matin du crime, elle a un alibi. Elle expliquera qu'elle était chez elle ce matin-là. Sa téléphonie le confirme. Elle n'a pas bougé de chez elle. Tout a été vérifié, les connexions téléphoniques, les emplois du temps. Les enquêteurs n'auront aucun élément objectif pour mettre en cause cette femme. De toute évidence, la femme trompée n'est pas l'auteur de la lettre au juge d'instruction signée Madame G. Après 2 mois d'enquête, les gendarmes reviennent à la case départ. Mais pas pour très longtemps. Car aussi incroyable que cela puisse paraître, Madame G va refaire surface. Et cette fois-ci, elle va commettre une erreur. Val d'Isée, 5 mois après l'assassinat d'Aurélie Beaugendre. Cette fois, c'est à Marie-Christine, la mère de la victime, que le corbeau va s'adresser. Moi, j'ai reçu une lettre le 2 mai. Ça m'a fait peur parce que déjà, c'était marqué mon nom, avec des fautes, une drôle de lettre. Et quand j'ai ouvert, j'ai vu que c'était Madame G qui m'écrivait aussi. C'est une lettre qui fait peur. Qui fait peur. Ouais. En effet, son contenu fait froid dans le dos. C'est moi qui ai tué Aurélie. Je vous écris car le jeudi, les enfants devaient être chez leur père. Depuis, je ne cesse de faire des cauchemars. Je vous écris en espérant que cela soulagera ma conscience. Madame G. Madame G culpabilise. Elle regrette notamment parce qu'elle pensait que les enfants ne seraient pas là. Elle veut s'épancher auprès de la mère de la victime, c'est assez singulier. Madame G persiste et signe. C'est elle qui a tué Aurélie. Là, plus que jamais, les gendarmes vont tout faire pour essayer de savoir qui est cette Madame G. Et ils ne vont pas tarder à l'identifier. Section de recherche de Rennes, 3 semaines plus tard. Les enquêteurs procèdent à des expertises ADN sur les courriers reçus par la juge d'instruction et la mère de la victime. On aura de la chance, l'enveloppe elle-même, l'intérieur de l'enveloppe contient une signature ADN et cette trace ADN va être identifiée comme étant celle de Sébastien Beaugendre. Madame G, c'est Sébastien Beaugendre. Coup de théâtre. Sébastien Beaugendre, l'homme en grève de la faim, le bon père de famille,
serait en réalité l'auteur des lettres anonymes. Et l'analyse graphologique va confirmer cette hypothèse. On a envoyé une première expertise graphologique avec les 2 courriers de Madame G et les courriers de Sébastien Beaugendre. Et là, l'expert va expliquer que l'écriture qui figure sur ce courrier correspond probablement à l'écriture de Sébastien Beaugendre. Voilà quand même un drôle d'oiseau, hein. Voilà un type qui, du fond de sa cellule, organise des rebondissements de l'enquête en disant « Je suis Madame G, c'est moi », il donne des détails, c'est hallucinant. Depuis sa cellule, Sébastien Beaugendre se serait joué des enquêteurs en leur faisant parvenir, avec l'aide d'autres prisonniers, des courriers signés Madame G. L'un de ses codétenus, au moment de sa libération, a fait sortir du courrier pour Sébastien Beaugendre, illégalement. Papier, ça sonne pas hein, au portique, donc il peut le passer dans son slip ou dans sa chaussette, et au parloir, il le passe, il le fait sortir, etc. En écrivant ces lettres signées Madame G, Sébastien Beaugendre avouerait-il le crime ? L'affaire est en passe d'être bouclée. Les proches d'Aurélie n'en reviennent pas. Madame G et Sébastien Beaugendre ne feraient qu'un. C'est un manipulateur. Il a calculé ça en disant « non, ça va, ils vont pas dire que c'est moi, c'est Madame G, puis voilà ». Écrire à la mère de la victime pour raconter le crime tient de quelque chose d'un peu pervers. Il n'y a pas de mots. Réinterrogé, face aux preuves des enquêteurs, l'homme a une explication. Il va expliquer qu'il n'est pas l'auteur de ce courrier. Il ne l'a pas écrit. Il dit à de multiples reprises « Je ne fais pas les mêmes fautes d'orthographe ». C'est-à-dire qu'il sait qu'il fait des fautes d'orthographe. Il s'est concentré pour, non pas ne pas faire de fautes d'orthographe dans le courrier Madame G, mais pour faire des fautes d'orthographe différentes, pour avoir la possibilité de dire « ça n'est pas moi, la preuve ». C'est tout de même assez extraordinaire. Et pourtant, Sébastien Beaugendre va tenter un ultime coup de poker pour se disculper. Sept mois après l'assassinat d'Aurélie, Maria Louisa, la voisine de Sébastien Beaugendre, est la destinataire d'une dernière missive. L'homme a besoin que son ami lui rende un service. Et ce qu'il lui demande est tout simplement ahurissant. Peux-tu me fournir un alibi pour le jeudi 20 décembre ? Dire que ce matin-là, tu étais avec moi de 5h30 à 6h30. Qu'on avait une relation cachée. Il me demandait de raconter que j'étais sa maîtresse, que ce matin-là on était ensemble, qu'on se déshabillait pas entièrement, qu'on restait en bas dans la salle. Il avait créé toute une histoire avec tout un tas de détails et de choses qu'il me demandait d'apprendre par cœur et d'aller répéter à la gendarmerie après avoir détruit le courrier. Sébastien Beaugendre a quand même le culot de demander à Maria Louisa de lui servir d'alibi. Mentir à la justice. J'ai quand même halluciné. Maria Louisa, qui de surcroît est une femme mariée, va évidemment refuser de rentrer dans la combine de Sébastien Beaugendre. En tout cas, je ne suis pas cet alibi. Ça, c'est sûr. Je suis allée à la gendarmerie pour remettre les courriers et m'en expliquer. Ça va aboutir évidemment à ce qu'on ait un élément supplémentaire contre Sébastien Beaugendre. Pour les enquêteurs, Sébastien Beaugendre serait donc bien l'homme qui aurait tué sa femme et laissé ses enfants découvrir son corps 4 jours avant Noël. Et voici comment, d'après eux, il aurait procédé. Lors d'une nouvelle perquisition dans le garage de Sébastien Beaugendre, les gendarmes vont retrouver tous les éléments nécessaires pour modifier des balles de revolver. On retrouve chez Sébastien Beaugendre des munitions dites à blanc ou d'alarme, une bille d'acier d'un roulement à billes. On retrouve également des petites particules de plastique de couleur verte. Pour les gendarmes, ce serait donc en transformant l'une de ces balles à blanc que Sébastien Beaugendre aurait abattu son épouse.
Sébastien Beaugendre a pris une de ses cartouches à blanc, l'a percée. Il a inséré une bille d'acier dans la cartouche. Comme il y a une charge de poudre, la charge de poudre va donner de l'élan à la bille d'acier. On a une munition artisanale. D'une munition à blanc, il a réussi à fabriquer une munition mortelle. Et ce n'est pas tout. Sébastien Beaugendre aurait lui-même fabriqué une arme à feu pour tirer ce projectile. On trouve dans son ordinateur des sites qui traitent du sujet de la fabrication des armes artisanales et des munitions artisanales. Tout le monde dit qu'il a l'or dans les mains. C'est un fin bricoleur, un fin mécanicien qui trafique tout et n'importe quoi. Sébastien Beaugendre a les connaissances et les compétences pour se fabriquer un dispositif artisanal de tir. La munition et l'arme prêtes, Sébastien Beaugendre serait alors passé à l'action. Le 20 décembre 2012, le mari serait parti tôt de chez lui pour accomplir son crime. À 5h30, il quitte son domicile. À proximité du domicile de son ex-épouse, il laisse sa voiture un peu plus bas et il poursuit son chemin à pied. Dans l'ombre, celui qui ne peut pas supporter qu'elle vive sans lui, s'est tapi depuis déjà de longues minutes. Sébastien Beaugendre se serait posté près de l'arrière-cuisine pour guetter Aurélie. Il sait qu'elle sort tous les matins fumer une cigarette, il sait à quel endroit, à quel moment, et que ça ne rate jamais. Il observe, il planque jusqu'à ce qu'elle sorte. Et c'est vers 6h du matin qu'Aurélie va faire son apparition. Aurélie Beaugendre était en robe de chambre, elle est sur le pas de sa porte. Ses enfants dorment. Elle a quelques minutes pour elle pour souffler. C'est l'instant qu'aurait choisi Sébastien Beaugendre pour la surprendre. Au moment où elle allume sa cigarette, il a jailli devant elle. Il vise l'œil quasiment à bout portant. Il l'a exécuté les yeux dans les yeux. Détail macabre, le choix de tirer dans l'œil de sa femme ne serait pas un hasard, car le projectile qu'il a fabriqué ne serait pas aussi puissant qu'une balle classique. Le projectile qui a occasionné la mort d'Aurélie pénètre dans une partie du corps qui n'a que très peu de résistance. Si le même projectile était arrivé là, il aurait sans doute rebondi sur la boîte crânienne et ne serait en tout cas pas rentré. Sébastien Beaugendre aurait ensuite fait disparaître l'arme du crime pour brouiller les pistes. On n'a pas l'arme du crime. Sébastien Beaugendre s'est nécessairement débarrassé de l'arme du crime entre 7h au plus tard et 11h, moment où il retrouve les gendarmes qui l'attendent sur le pas de sa porte. Et pour maquiller son crime, l'homme aurait pris une ultime précaution. Il a été racheté ce matin-là un pistolet d'alarme qui ne sont pas des armes mortelles, pas létales. Il tire sur un parking pour faire un essai. Et donc il va pouvoir justifier la présence de la poudre sur ses mains. Au terme de 4 années d'instruction, et bien qu'il nie toujours toute implication dans la mort de son épouse, l'homme est renvoyé devant la cour d'assises d'Ille-et-Vilaine pour assassinat. Et son procès va réserver encore bien des surprises. Tribunal de Rennes, le 21 novembre 2016, s'ouvre le procès de Sébastien Beaugendre. La foule s'est déplacée en masse pour assister à l'épilogue d'une affaire qui a ému toute une région. Seulement, une personne manque à l'appel. Et pas n'importe qui. À l'étonnement général, l'accusé n'est pas présent. Sébastien Beaugendre nous dit, Jean-Guillaume le maintient moi-même, il est hors de question que je vienne. Un procès avec un banc des accusés totalement déserté, c'est vraiment une première. L'absence de Sébastien Beaugendre interpelle.
Mais pour son avocat, l'accusé aurait de bonnes raisons de ne pas être présent à son propre procès. La thèse de Sébastien Beaugendre, c'est de dire « moi je suis fatigué, je suis incapable de comparaître pour 2 raisons. 1, parce que je suis innocent et que ma place n'est pas dans ce box. 2, parce que je ne veux pas que mes enfants me voient menotté dans ce box. » Ça correspond assez au personnage. C'est moi, je vois pas ce que j'ai à faire ici, puisque de toute façon, je vous ai dit que j'étais innocent. Donc je reste chez moi, c'est-à-dire en prison, et débrouillez-vous avec votre dossier, avec vos accusations. Un dossier difficile et un box vide. Pour la défense, le procès commence mal. D'autant qu'un témoignage ne va pas jouer en leur faveur, celui du propre fils de Sébastien Beaugendre. Souvenez-vous, l'aîné des 3 enfants avait dit avoir entendu une femme tuer sa mère. Seulement voilà, il a changé de version. L'enfant dira « je ne me souviens plus très bien si c'était une voix d'homme, une voix de femme ». Il est sous le choc. Sa mémoire est celle d'un enfant de 10 ans dans ce contexte-là. Rapidement, il peut comprendre que son papa va être mis en cause. Et que quelque part, en disant que c'était peut-être une femme, il sauvait son père des pattes de la justice. Au fil du procès, les témoins qui se succèdent à la barre dressent le portrait d'un Sébastien Beaugendre qui, depuis ses 13 ans, se serait comporté comme un dictateur. Il va vivre le décès de son père comme une injustice et un abandon. Il va jouer le rôle du père, ou en tout cas prétendre à jouer le rôle du père, ce qui ne sera pas accepté par sa fratrie. Et très vite, il s'est révélé une sorte de talent, de tyran, de dominateur. Le despotisme de Sébastien Beaugendre ne s'arrange pas avec l'âge. Et lorsqu'il rencontre Aurélie, la jeune femme, douce et naïve, serait devenue sa chose. Sébastien Beaugendre va surinvestir la relation avec Aurélie, qui le regarde comme un être merveilleux. Alors, lorsqu'elle va lui annoncer son envie de divorcer, ses proches expliquent que l'homme serait devenu incontrôlable. Il a pris une tronçonneuse et il est rentré dans la cuisine avec la tronçonneuse. Il voulait tronçonner les meubles. Parce que personne ne lui résiste. Donc il devient fou. Depuis leur séparation, Sébastien Beaugendre n'aurait eu qu'une seule obsession, récupérer Aurélie à tout prix. Il lui faisait des crasses sur sa voiture, mettre des puces pour la retrouver à tel endroit, pour la fliquer, quoi. Il avait des pensées un petit peu étranges. À la fin, il faisait de la magie, de la sorcellerie pour la reconquérir, la faire revenir. Mais Aurélie ne reviendra jamais. Et les témoins de déclarer que depuis qu'elle avait rencontré un autre homme, le mari abandonné n'aurait vu qu'une seule solution, la supprimer. Une fois, elle l'a vu bricoler sa voiture à 11h le soir et elle a appris après que c'était 4 boulons qu'il avait enlevés du moteur. C'était insupportable à Sébastien Beaugendre qu'elle continue de vivre hors de lui. Au terme de 5 jours d'audience, les jurés rendent leur verdict. Sébastien Beaugendre est déclaré coupable. Le mari de la victime est condamné à une lourde peine de 25 années de prison. La moindre des choses, et je dirais presque que la moindre des politesses, c'est de se rendre devant ses juges. Dans ces 25 ans, il y a le prix de son absence. Mais pour Marie-Christine, la mère de la victime, le verdict n'est pas satisfaisant. Jamais la peine ne pourra être à la hauteur du traumatisme subi par les enfants d'Aurélie. Moi, je dis 25 ans pour ça, c'est... Non. Les enfants, c'est toute leur vie qu'ils verront l'image de leur maman, là. Et 3 jours avant Noël, ouais, on peut pas admettre ça, non. Il y a 3 peines pour ces enfants. La première, la perte de leur mère, la perte de leur père, et 3e sanction, de jamais avoir de mots ou d'explications et d'être privé en réalité de celle-ci. Depuis sa condamnation, Sébastien Beaugendre a fait appel. Il y aura donc un second procès, et cette fois-ci l'homme l'a juré, il sera dans le box.
Sébastien Beaugendre continue à clamer son innocence. Et qu'à partir du moment où il clame son innocence, que ce soit une peine de 10 ans, de 15 ans ou de 25 ans, c'est intolérable. Sébastien Beaugendre, en appel, m'a fait la promesse de comparaître. Cette fois-ci, devant ses enfants et devant la justice. À plusieurs reprises, il m'a répété « je vais quand même pas reconnaître un crime que je n'ai pas commis ». Moi, je l'ai entendu au parloir me dire cela et j'aurais aimé qu'il le dise à la cour d'assises. En attendant, les 3 enfants de la victime, confiés à des proches de leur mère, espèrent toujours savoir comment leur maman a perdu la vie à quelques jours de Noël. Dans leur maison, ils ont un coin avec une table, avec la photo de leur maman. C'est un coin de recueillement pour les enfants.